Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Bienvenue à cette table ronde qui s'annonce absolument passionnante. On va parler du modèle direct to consumer et de stratégie pour les années à venir. Mais avant de commencer, je vous propose de faire un petit voyage dans le temps. En 2018, je commençais à écrire le livre DNVB, le renouveau du commerce, qui venait décrypter le modèle direct to consumer de l'intérieur. Je me suis assez intéressé à ces acteurs venus fragmenter des marchés poussiéreux pour offrir un très bon produit à un prix plus juste, mais surtout en offrant une expérience client qui permettait de ringardiser la concurrence. À cette époque, le monde s'emballait pour le modèle et tout le monde y voyait un modèle 100% digital. Pourtant, début 2020, le marché des DNVB commençait à vaciller. L'introduction en bourse de Casper fut un échec, les investisseurs ont commencé à devenir plus méfiants et un plafond de verre digital pointait même le bout de son nez. Pour continuer à croître et limiter la croissance des coûts d'acquisition sur les réseaux sociaux, beaucoup ont mis en place des stratégies retail ambitieuses avec de nombreuses ouvertures de boutiques. Elles devaient être l'extension de la marque, des lieux d'expérience, de rencontres, de vie. Puis en mars, le coronavirus est arrivé. Toutes les stratégies imaginées sont tombées à l'eau. Il a fallu tout repenser et très vite pour tenir le cap. Le comportement des clients a changé, leurs attentes aussi. Cette année fut une opportunité incroyable pour certaines catégories de produits et une année plus difficile pour d'autres. Malgré tout, un an plus tard, on peut facilement dire que les DNVB en sortent grandis. Dans ces entreprises où l'amour du client est à son paroxysme, où l'expérience passe avant le produit et où la relation directe avec le client permet une adaptabilité rapide, montre que le modèle direct to consumer est un modèle d'avenir. Alors, comment relever la tête quand on a souffert? Comment tenir le cap en 2021 pour ceux qui ont surperformé? Toutes ces questions seront débattues lors de cette table ronde avec Julien Sylvain, fondateur de Teddy Bear, Sacha Bostoni, fondateur de Jimmy Fairly, et Clément Thibault, directeur général du Petit Ballon. Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors, je vais commencer avec toi, Julien. Je crois savoir que 2020 fut une année record pour Teddy Bear. On a d'ailleurs récemment vu sur les réseaux que tu avais vendu ton 100 millième matelas. Comment tu expliques cette performance incroyable? Ouais, effectivement, on a dépassé les 25 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, donc une année de très forte croissance et la croissance continue à être là. En fait, il y a plusieurs facteurs. Déjà, il y a un phénomène qui est lié à l'e-commerce, où on est vraiment entré dans une période avec le Covid où l'e-commerce a été par contrainte plébiscité par les consommateurs. Donc nous, ça a accéléré vraiment la pénétration du web sur notre catégorie de produits. Ensuite, il y a eu une dynamique sectorielle qui était très favorable à Teddy Bear parce que les consommateurs, au lieu de dépenser en voyage ou en restaurant, ont pris soin de leur intérieur. Donc la catégorie ameublement a été très dynamique et plus particulièrement la catégorie matelas. Donc on a surfé aussi cette vague sectorielle assez puissante. Et ensuite, on a pu constater qu'en 2020, on était vraiment en lien avec les attentes des consommateurs sur des critères de choix de produits de qualité, de production locale, de produits qui allaient peut-être être gardés un peu plus longtemps que les produits des années 80 ou 90, qui étaient des produits vraiment de consommation de masse. Donc on sent qu'il y a une culture un peu plus éveillée de la consommation qui valorise notre approche. Donc c'est les trois phénomènes qui ont fait cette année record pour Teddy Bear. Et toi, Clément, j'ai récemment vu dans une étude, selon eMarketers, que le secteur des boissons a augmenté de 74% en 2020 en ligne. Ça correspond un peu à la croissance du Petit Ballon? Ça correspond à la croissance, masso menos, à la croissance du Petit Ballon. Après, ça dépend des lignes de business parce que tu l'as rappelé, mars, il a fallu fermer des boutiques, toute la partie ludique, c'est-à-dire tout ce qui était cadeaux, etc., s'est effondré. En revanche, la vente, effectivement, en ligne de vin, elle a directement explosé dès le mois de mars, avec des taux de croissance jusqu'à 300%. Mais voilà, après moyenné sur l'année, on retrouve ce chiffre-là où globalement, on atterrit à près de 50% de croissance et avec des trends aujourd'hui qui, sur l'année 2021, restent à peu près constants. Donc, cette année-là, tout à l'heure, ça a été très bien dit, il y a trois facteurs. C'est effectivement le e-commerce, qui a été le seul secteur qui pouvait vendre à un moment donné, les typologies de produits qu'on vendait, donc pour certains, les intérieurs, le matelas, la décoration, etc. Nous, c'était la consommation ludique d'alcool, forcément, puisque les gens étaient chez eux, donc ils ont pris soin de leur intérieur, mais ils ont aussi pris soin de leur gastronomie. On a vu les Skype apéros se développer, etc. Donc les gens avaient besoin, finalement, de se rabattre sur des choses ludiques à domicile et puis sur de la bonne bouffe.
Et le troisième élément, c'est que nous, on était une marque qui incarnait une forme de confiance, ces relations directes aux consommateurs, mais aussi confiance et capacité à délivrer les produits en temps et en heure, à simplifier le choix des consommateurs dans une période un peu troublée, etc. Donc, la présence qu'on a eue historique sur notre marché et le lien de confiance qu'on a créé avec les consommateurs, ça a déclenché cet acte d'achat et c'est pour ça aussi que les gens se sont tournés vers nous. Donc, il a fallu aussi tenir la route. C'est-à-dire que si l'année 2020, elle a été bonne pour nous, c'est aussi parce que partenaires, équipes, dans le business, partenaires équipes ont réussi à tenir la charge et à maintenir le lien de confiance en conservant une qualité de service, une expérience client, répondre aux attentes des clients, au service client, etc. Donc, il fallait être au rendez-vous. Voilà. Et ça a été la confiance que les clients ont mis en nous pendant des années. On leur a rendu dans une période troublée et c'est pour ça que ça a été une année assez exceptionnelle. Te concernant, Sacha, tu présentes souvent Jimmy Fairly plus comme une marque de mode qu'un opticien. Or, depuis un an, on sait à quel point la mode souffre, que voilà, ton modèle, toi, basé principalement sur le retail physique, a dû te donner quelques sueurs. Comment tu as vécu cette année et quelle stratégie tu as mis en place pour justement tenir le cap? Écoute, nous, ça a été une année où en fait, ça a été une année d'opportunité pour nous parce que on a la chance, en fait, on est bien sûr visuellement, on a pris beaucoup d'éléments à des marques de prêt-à-porter et qu'on a mixé avec notre marché de l'optique pour créer Jimmy Fairly, mais on vend des produits d'optique et en fait, on est donc sur une industrie qui est très résiliente en période de crise parce qu'on vend un produit qui a un besoin. Et ça, c'est notre chance. Et donc, dans ces phases, malgré notre présence en retail très forte, en fait, même si on ferme nos boutiques, on s'est rendu compte qu'on récupérait notre chiffre d'affaires sur les mois qui ont suivi la fermeture. Donc, on a fait une année en croissance. On a maintenu notre croissance en 2020 malgré la fermeture. Au deuxième confinement, on est resté ouvert parce qu'on est un commerce essentiel. Et on a profité en fait de ce temps mort pendant les premiers mois de fermeture pour remettre au centre, au final, un élément d'ADN de Jimmy Fairly de départ, qui est qu'on a commencé en digital avant d'ouvrir des boutiques. On a ouvert des boutiques parce que nos clients veulent acheter des produits en les essayant, et donc c'était une décision très pragmatique. On est allé chercher les gens là où ils étaient, dans les rues. Mais à la base, notre ADN est digital. Et donc, on a profité de cette période pour aller proposer à nos clients plein de moyens différents d'aller se rapprocher de nos produits, même quand nos boutiques sont fermées. Donc, on a mis en place l'essayage virtuel. On a mis en place des livraisons dans Paris où on a un opticien qui se déplace chez toi pour venir te faire essayer les paires de ton choix et prendre la commande si tu le souhaites. On a mis en place des prises de rendez-vous sur le deuxième confinement pendant des créneaux pour les gens qui n'avaient pas forcément envie qui avaient besoin de sortir à des créneaux définis et d'avoir rendez-vous avec un opticien. Donc, en fait, on a capitalisé sur nos forces et nos équipes hyper jeunes, très dynamiques, le fait qu'on soit très présent sur Instagram pour aller maintenir le lien avec nos clients pendant une période où on a fermé nos points de vente. Et donc, à la fin de l'année, on a une croissance de chiffre d'affaires sur 2020 par rapport à 2019. On fait croître aussi notre rentabilité, parce qu'on est rentable, nous, depuis 2014. Et là, on approche 2021 hyper sereinement, avec des fondamentaux digitaux qui sont toujours là et qui ont été renforcés, et un produit qui est un produit d'optique sur une industrie qui connaît pas les crises, en fait. Si tu regardes sur les 50 dernières années, le marché de l'optique, il est en croissance organique parce que la population a besoin de plus en plus de lunettes de vue, il y a de plus en plus de myopes, et donc on est sur un marché qui croît, quel que soit les phénomènes de crise financière ou sanitaire. Donc, c'était une opportunité pour nous de renforcer les fondamentaux et on a la chance d'être sur ce marché. Donc, on est plutôt heureux et on a de la chance. On est chanceux. Voilà. Donc, malgré le fait que les gens ne soient pas trop partis en vacances, qu'ils aient pas trop acheté de solaire, tu arrives à tenir le cap et finalement, ce qu'on raconte dans le bouquin, c'est aussi que tu as une grosse partie de ton business qui est basée un peu sur ce côté mode, sur ce côté solaire, et qui finalement, t'as perdu ça, mais t'as compensé avec autre chose et t'es revenu à ton premier métier, quoi. En fait, on a
perdu du volume solaire sur l'année parce que les touristes n'étaient pas là, qu'on a fermé pendant 2 mois et que le volume solaire, c'est pas comme le volume optique, il n'y a pas de rattrapage. Mais par contre, on a eu une croissance très forte sur l'optique, paradoxalement, qui s'explique, je pense, par la croissance organique de la marque, le fait qu'on ait pris une place sur le marché français dominante sur notre concept et que les fondamentaux qu'on a construits sur les 10 dernières années avec Jimmy Fairley, ils payent de plus en plus. Et donc, cette croissance organique, on l'a maintenue. Et ça nous a permis de faire une croissance de chiffre d'affaires importante entre 2019 et 2020, malgré le fait qu'on a un volume solaire qui a pas été celui qu'on avait espéré avant le Covid, quoi. Voilà. Donc, mais pour nous, l'optique, c'est 60% de notre business. Donc, tu vois, si tu fais 15% de croissance sur 60% de ton business, tu as quand même une très belle année, quoi. Ah, c'est beaucoup. Voilà. Julien, j'ai introduit rapidement le fait que les DNVB avaient particulièrement bien performé. Comment tu analyses ce phénomène? Est-ce que tu penses que ça va être amené à durer? Comment tu le vois? Je pense qu'il y a effectivement, il y a le fait que les DNVB sont quand même principalement sur Internet, ou même si elles ont un pied dans le retail, elles savent parler à leurs clients sur Internet, donc elles sont capables de compenser des fermetures de boutiques avec l'activité web. Nous, par exemple, on a fermé nos boutiques pendant les confinements. Enfin, on en a vécu nos débuts, on en avait 2 ensuite, et je pense que clairement, on a rattrapé ce qui n'a pas été fait dans ces boutiques, on l'a rattrapé sur Internet très très largement. Donc il y a l'activité web. Il y a ensuite le fait qu'elle soit en phase avec les attentes des consommateurs dans cette période où au début il y a eu des espèces d'amalgames assez forts avec les produits qui venaient de loin et le Covid et les produits importés d'Asie et l'aspect sanitaire de la crise. Donc je pense que les offres locales ont été plébiscitées aussi, mais ensuite il y a des éléments qui sont un peu plus micro à l'échelle des entreprises où par exemple nous on a vraiment on n'est pas fabricant mais on a vraiment un pied chez tous nos fabricants, on achète nos matières, on connaît vraiment le sourcing de nos produits et on fabrique pas loin, on fabrique en France ou en Belgique et ça nous a permis en réalité de continuer à produire malgré un contexte de blocage, parce qu'on est des gros faiseurs pour tous nos clients, parce qu'on produit pas loin, parce qu'on est très agile, donc on est capable de prendre des décisions, notamment dans la production, dans la livraison, dans le marketing, des décisions très rapides et de les déployer. Donc en fait, le lien direct qu'on a avec nos clients et la chaîne de valeur très pure qu'on a construit sur nos produits nous a permis du coup de s'adapter et de montrer de la résilience dans cette période où tout était beaucoup plus compliqué, même faire venir des petites parties de l'autre côté de l'Europe, c'est sans doute très compliqué dans ces périodes-là. Alors, importer des produits d'Asie, ça doit l'être encore beaucoup plus. Donc, je pense que ça nous a beaucoup aidé, du coup, à capturer cette croissance qui était disponible parce que les clients ont continué à consommer, mais ceux qui avaient un modèle du coup lean et direct avec les clients ont pu saisir l'opportunité. Clément, on en a parlé en préparant cette table ronde. Les DNVB ont souvent été associés à une acquisition un peu sans limite. Pour le petit ballon, tu me parlais toi plutôt de fidélisation. C'est quoi la partie du tunnel qui t'importe le plus, l'acquisition ou la fidélisation? Je dirais que l'un ne va pas sans l'autre de toute façon. Mais notre métier à nous, où encore la moitié du chiffre est fait sur la partie abonnement et box, dans ce secteur-là, la fidélisation, c'est clé parce que nous, ce qu'on vend, c'est de la fidélité. C'est le fait que tous les mois, tu reçois ta box dans laquelle tu as confiance dans la sélection qu'on t'a faite. Donc, si on n'est pas au rendez-vous de la fidélité, ce business-là, il faut même pas se lancer. Donc, dans notre construction initiale, la fidélisation, c'est la clé. Toutefois, il faut quand même alimenter les canaux, c'est-à-dire que tu es quand même obligé d'avoir une grosse part d'acquisition. Maintenant, si j'avais un conseil à donner aux entrepreneurs qui se lancent, c'est de se dire attention, ne soyez pas trop matheux en voulant calculer des lifetime value et des choses incroyables pour faire des modèles d'acquisition qui seraient basés uniquement sur des niveaux de rentabilité reportés sur la durée de vie du client. Il faut aussi que vous ayez un produit qui soit rentable dès la première commande. Du moins, nous, c'est comme ça qu'on s'est construit. Donc, c'est pour ça que je dis que les deux vont un peu de pair. C'est-à-dire que malgré tout, si vous avez un modèle économique qui permet de financer votre acquisition parce que vous avez une rentabilité immédiate dès le premier produit, ça vous libère l'esprit et vous pouvez travailler sur la qualité du produit sur le long terme également. Et j'ai envie de dire, pour avancer, c'est pied gauche, pied droit, acquisition, fidélisation. Mais nous, il s'avère aussi que notre modèle récurrent fait qu'on a forcément un gros tropisme sur la fidélisation. Ça, c'est pour la partie abonnement. Pour la partie vente de vin, là, on apprend, on revient aussi beaucoup d'humilité parce que ça fait des années qu'on fait la boxe et la partie vente de vin, ça fait aussi des années qu'on le fait, mais
c'est là où on a encore des énormes leviers de croissance et c'est ce qui s'est passé cette année. Là, l'acquisition est un petit peu plus clé dès le début, puisqu'il faut aller chercher le client, donc il faut proposer le bon produit, il faut être à la rencontre du marché et puis il faut avoir les bonnes campagnes. Et là, c'est beaucoup plus technique pour trouver les bons gisements d'audience. Et la fidélisation, elle va se faire par la qualité de l'expérience client que vous délivrez, respect des délais, conformité de la commande, et puis bien entendu, la qualité des produits et de votre catalogue, et ensuite tout ce que vous proposez autour pour faciliter le choix du client dans un catalogue et dans un secteur et autour d'un produit, le vin, qui est perçu comme extrêmement complexe, donc le rendre simple. Voilà. Donc les deux vont de pair. En revanche, moi ce que je dis toujours, c'est attention à ne pas être trop matheux dans ces sujets-là. Il faut revenir à des basiques. Ce qui plaît au client, c'est la qualité du produit, la qualité de la promesse, le respect de la promesse, et puis derrière, dans vos PNL, de s'assurer que quand vous faites vos revenus moins vos charges, vous avez quand même à la fin un reliquat qui est positif et qui vous permet de faire des choses derrière. Voilà. Sacha, tu es considéré comme un des meilleurs dans le retail. Tu as eu une croissance d'ouverture absolument incroyable ces dernières années. Évidemment, le rapport aux boutiques va évoluer. Comment toi, tu l'analyses et comment tu penses que tes boutiques vont pivoter, si elles doivent pivoter? Moi, je pense pas qu'il va y avoir de pivot majeur. Enfin, ça dépendra des industries forcément, mais dans la nôtre, quand tu vas vouloir acheter une lunette de vue, tu vas privilégier, si tu as un point de vente à moins de 300, 400 mètres, 500 mètres de chez toi, l'essayer, tu vois. Donc, je pense pas qu'il va y avoir un changement de modèle majeur dans l'industrie de l'optique. Il va y avoir un shift, je pense, tu vois, doux, avec de plus en plus de gens qui vont acheter leur solaire sur Internet, avoir des usages où ils vont d'abord, ce qu'ils font aujourd'hui chez nous, regarder le catalogue, voir et se faire un essayage virtuel sur 4-5 modèles avant de se déplacer en boutique. Mais je pense que la transaction elle restera largement majoritaire dans les points de vente physiques. Quand je dis largement majoritaire, c'est plus de 90% du marché aujourd'hui. Donc voilà, nous, ce qu'on pense, et ce qu'on croit avec Jimmy Fairly, c'est surtout de proposer une expérience digitale et retail qui correspondent à la génération de clients qui viennent acheter des lunettes chez Jimmy Fairly. Et donc de leur proposer des choses qui leur ressemblent, de pouvoir leur répondre rapidement quand ils nous envoient un mail, de pouvoir être à côté d'eux sur Instagram quand ils ont envie de regarder des contenus sympas, de pouvoir leur faire des transactions dans nos boutiques de manière complètement digitale sur iPad sans avoir de papier, de facture papier à la fin de ta vente, d'avoir un opticien qui te ressemble, qui est sympa, qui achète les mêmes marques de fringues que toi et qui va dans les mêmes restos et dans les mêmes bars que toi. Et tu vois, d'avoir une marque en fait qui te ressemble. Et ça, dans notre marché, je pense que c'est ce qu'on a apporté, qui n'existait pas, avec une promesse d'avoir les produits les plus qualitatifs à un prix juste, avec une chaîne, comme disait Julien, locale, hyper proche, avec notre atelier en Île-de-France qui assemble toutes nos lunettes, notre artisan avec qui on travaille depuis 7-8 ans dans le Jura qui fabrique des lunettes de père en fils. Et donc ça, c'est des choses, je pense, qui font partie de cette promesse de dire on veut faire des choses pour notre génération qui nous ressemblent avec nos valeurs. Et c'est pour ça, je pense qu'on marche bien. Le retail versus online, bon, tu vois, en fait, on va suivre le besoin des clients. C'est-à-dire que si tout d'un coup les gens se décident à acheter des lunettes sur Internet, on sera présent de plus en plus fort sur Internet avec des moyens de proposer de plus en plus de services sur Internet. Si les gens continuent à aller dans la rue, on sera à côté d'eux dans la rue. C'est une réflexion très pragmatique qu'on a eue depuis le début avec Jimmy Fairly, et je pense que c'est des sujets sur lesquels il faut pas être dogmatique. Il faut pas avoir une approche en disant bon, en fait maintenant c'est le digital, donc je fais une marque et je fais que du digital. En fait, il faut regarder ton marché, regarder tes clients et être là où ils ont envie que tu sois. Voilà. Je pense que c'est ça notre mission, quoi, en tant qu'entrepreneur. Julien, dernière petite question très très rapide. Quand on a une croissance comme la tienne en 2020, comment on garantit encore une croissance à ses associés et à ses investisseurs en 2021?
C'est un défi. On continue à construire la marque, donc on continue à investir notamment en médias et sur Internet. On élargit aussi la gamme de produits, donc toujours sur des produits essentiels. On n'est pas en train de se disperser et on le fait pas que dans le but de faire de la croissance. On le fait aussi pour résoudre des problèmes de nos clients. Puis après, on s'entend très bien avec nos investisseurs, donc je leur promets rien d'incroyable, si ce n'est que l'aventure va être belle et que la priorité c'est de construire une marque qui soit forte dans cet univers où les marques malheureusement racontent plus grand chose. Merci à tous les trois, ça fut rapide. En tout cas, merci pour votre transparence et votre franchise. Avec cette crise, on s'est souvenu que le marché était assez imprévisible, que les business plans ne valaient que pour ceux qui veulent bien y croire. Malgré les vents contraires, vous prouvez que les DNVB sont une vraie note d'espoir. Elles prouvent qu'une compréhension fine du problème rencontré par ses clients, accompagnée d'une expérience inoubliable, permet de garder le cap malgré les vents contraires. Vous avez créé clairement une nouvelle norme en termes de qualité d'expérience. Les clients s'y sont habitués et ne changeront, je pense, pour rien au monde. Ces nouvelles attentes sont une opportunité énorme, évidemment pour les DNVB, mais pour tous, les retailers, les grands groupes. Cette crise est donc une formidable opportunité de créer et de se réinventer, et j'espère en toute humilité. N'oubliez pas, le futur n'est pas un endroit où vous allez, c'est un endroit que vous avez à créer. Merci à tous, bonne journée. Merci. Au revoir. Merci.